Donc bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui la première rencontre de médecine intégrative et de suivi à long terme en oncologie à l'Institut. Donc on a prévu ces rencontres 4 fois par an pour promouvoir le type de soins qui peut être amélioré dans le suivi à long terme des patients. Et on va parler aujourd'hui de deux symptômes, l'anxiété et la dépression, pour lesquels il y a moyen de développer des thérapeutiques qui sont parfois moins connues ou moins utilisées. Et donc on a pour ça un panel d'orateurs très intéressant et très diversifié. Mais avant de commencer, on vous propose, parce que la médecine intégrative, c'est pas évident pour tout le monde de savoir exactement ce que ça couvre, de faire une petite enquête parmi vous, c'est anonyme, hein, ne vous inquiétez pas, juste pour se faire une idée de quoi on parle quand on parle de médecine intégrative, puisqu'on a tous eu un peu besoin de définition pour définir cette clinique. Et donc je vais laisser la parole à Marie-Aline. Alors, on est aujourd'hui assez nombreux en présentiel et ça fait plaisir de se voir en vrai. Mais on a aussi décidé d'enregistrer cette séance. Donc sachez qu'il y a une vidéo qui sera disponible pour que tous les publics qui n'ont pas eu le temps de venir puissent avoir accès à l'information. Donc voilà, sachez que ce sera enregistré. C'est toujours comme ça, tu as eu le bon. Et donc, dans ce contexte, je voulais quand même remercier nos sponsors AstraZeneca et Novartis, grâce à qui on peut faire la capture vidéo. Et voilà, merci à eux. Donc, pour ce petit exercice, vous connaissez peut-être WooClap. Je vous invite à prendre votre téléphone portable et à scanner le QR code qui est là. Je vous laisse un petit temps pour le scanner et vous allez arriver sur une page avec une question qui va être activée. Eh bien, écoutez, c'est canon. Il n'y a rien à dire, on a un public acquis et averti. Je vous laisse encore une seconde ou deux pour répondre et puis on passera aux présentations officielles. Alors, on va commencer par Nathalie Renard, qui est notre première oratrice et qui va nous faire un aperçu de ce que c'est finalement la médecine intégrative, quelles sont les recommandations qui sont officiellement publiées dans ce domaine, et elle nous fera aussi quelques cas cliniques et elle abordera un cas clinique et elle abordera aussi un peu plus en profondeur, je pense, le mindfulness. Alors Nathalie Renard, elle est anatomopathologiste au départ. Elle a été diplômée en 1994. En tant qu'anatomopathologiste, elle s'est intéressée en particulier à la physiopathologie des maladies, et notamment du cancer. Et donc elle a commencé à se poser des questions sur ce qui pouvait modifier finalement le devenir d'une cellule. Et dans ce cadre-là, elle a acquis de nombreuses formations complémentaires en nutrition, notamment en sciences neurocognitives, en mindfulness. Et donc, elle va nous parler un peu de tous ces aspects-là qu'elle connaît très très bien depuis... Pardon, c'est toujours pas assez fort. Voilà, je ferai mieux pour la prochaine présentation. Vous voulez que je recommence? Donc, je vais laisser la parole à Nathalie Renard, donc, qui est anatomopathologiste. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler du concept d'oncologie intégrative. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, super. Donc, comme vous l'avez déjà évoqué, je ne vais pas revenir sur différentes formations que j'ai faites en complément de ma formation de pathologiste. Je voudrais juste évoquer un concept dans lequel je me suis vraiment intégrée, passionnée et dont je vais un peu vous parler dans l'exposé. C'est le développement de maisons de ressourcement basées sur le bénévolat et qui se développent à côté de l'hôpital, des maisons qui accueillent les patients atteints de cancer sur un mode intégratif. Donc j'ai participé à la création d'une première maison en 2018 qui s'appelle L'Île en Soi, à côté de l'hôpital Choisy où je travaille, et plus récemment une maison à Ath qui s'appelle Le Patio. Voilà. Et je fais la coordination d'un centre de santé intégrative. Donc c'est à tous ces titres que je vais vous parler de l'oncologie intégrative. Un petit plan de l'exposé, des définitions. Tout d'abord, les origines et le développement dans le monde et en Belgique, les types d'approches
complémentaires, les rôles, en particulier bien sûr dans le cancer, l'approche intégrative au niveau cellulaire, là c'est un peu dans le prolongement de mon métier de pathologiste, les guidelines édités en 2024, un cas clinique et puis mes conclusions. Donc, médecine intégrative, il n'y a pas nécessairement une seule forme de médecine, il y a peut-être plusieurs formes de médecine qui peuvent se retrouver à travailler ensemble, à être intégrées dans un concept qu'on va appeler la médecine intégrative. La définition faite en 2024 par la Société d'oncologie intégrative est la suivante. Je vous la lis. L'oncologie intégrative est un domaine de soins contre le cancer centré sur le patient, avec des effets démontrés, utilisant des pratiques corps-esprit, des produits naturels, des modifications de mode de vie émanant de différentes traditions, parallèlement au traitement conventionnel. L'objectif est d'optimiser la santé, la qualité de vie, le pronostic clinique dans un continuum de soins, de responsabiliser le patient pour prévenir les récidives et le rendre actif face à son traitement. Alors, à une extrémité donc de cette médecine intégrative, il y a la médecine conventionnelle, celle qu'on connaît en général bien, médecine académique, médecine allopathique, dont les traitements multiples n'ont fait que progresser ces dernières années, traitements ciblés sur les symptômes, la maladie, souvent hyper technologiques, hyper sectorisé, le plus souvent aussi en fonction des organes, et basé sur la science et les preuves. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. À l'autre pôle de cette médecine intégrative, on va trouver les médecines traditionnelles ou complémentaires qui s'organisent en 4 axes. Les thérapies biologiques utilisant des produits naturels issus de plantes, comprenant de la phytothérapie, de l'aromathérapie. On peut y inclure aussi la micronutrition. Des thérapies manuelles axées sur la manipulation, massage, réflexologie plantaire, mais aussi des disciplines comme l'ostéopathie, la fasciathérapie. Le grand groupe des thérapies psychocorporelles, approche corps-esprit avec l'hypnose médicale, la méditation, le yoga, la sophrologie. Et enfin, des systèmes plus complets comme l'homéopathie et l'acupuncture. Alors, en termes de définition, un concept peut-être un mot à repréciser. La médecine alternative, c'est une médecine qui est utilisée en lieu et place de la médecine conventionnelle. Ce qu'on va appeler médecine complémentaire, c'est une médecine qui est utilisée de manière conjointe à la médecine conventionnelle sur une démarche propre du patient. Et la médecine intégrative, c'est une démarche délibérément commune d'associer la médecine conventionnelle et certaines médecines complémentaires de façon personnalisée, dont on a prouvé l'efficacité et l'innocuité. La médecine intégrative et l'oncologie intégrative relèvent donc d'un concept. Un concept où le patient est au centre et dans sa globalité. On va tenir compte à la fois des phénomènes physiques de son corps, des effets de la maladie, du traitement, et également de tout ce que l'on va pouvoir agir pour améliorer des symptômes au niveau de ce corps. On va également bien sûr tenir compte du mental, des émotions, du stress et un pôle très important aussi, le mode de vie, les rapports sociaux du patient. Et donc, comme vous voyez, on a une triangulation entre la médecine scientifique conventionnelle, les médecines complémentaires dans un cadre intégratif dont on a bien démontré la tolérance, l'efficacité, l'innocuité, et puis l'action que l'on va avoir sur le mode de vie, et ça j'en parlerai, et qu'on pourrait appeler la médecine épigénétique. La médecine intégrative a également un pôle important d'éducation à un mode de vie, un nouveau mode de vie, un mode de vie préventif où l'on va agir sur 3 pôles, l'activité physique, la gestion du stress, la gestion du mental et l'alimentation. Donc, l'oncologie intégrative, c'est donc un modèle biopsychosocial dans lequel on va retrouver
l'impact physique dont je vous parlais et dans lequel, évidemment, des approches complémentaires vont s'intégrer, les thérapies manuelles, l'acupuncture, l'importance de l'exercice physique et de la nutrition, c'est le pôle physique. Vous avez alors le pôle corps-esprit dans lequel, bien sûr, la psycho-oncologie qui s'est développée déjà depuis de nombreuses années, évidemment, a une place très importante, mais qui est complétée, qui peut être complétée par d'autres approches, corps-esprit dont on parlera tout à l'heure, et le pôle social, l'importance du lien social pour le patient cancéreux et pour éviter son isolement. Alors, les origines de cette approche, eh bien, elles sont déjà assez anciennes. Ça fait 30 ans qu'aux États-Unis, deux médecins, le docteur David Eisenberg et le docteur André Weil, ont développé cette approche, se sont intéressés à cette approche et ont permis l'enseignement, la pratique clinique et des recherches au sein de grands centres universitaires aux États-Unis, la Harvard Medical School, la Mayo Clinic, l'Université California de San Francisco, la Duke University. Il y a vraiment eu une efflorescence d'enseignement et de recherche sur ce sujet, qui a abouti à la création de véritables plateformes d'oncologie intégrative dans deux grands centres anti-cancer aux États-Unis, le MD Anderson à Houston au Texas et le Memorial à New York. Et ces hôpitaux ont acquis plus de 20 ans d'expérience avec une fréquentation dans leur plateforme intégrative de plus de 2000 patients par mois. Là, on est donc dans les années 90, début des années 2000. Le processus, le concept va percoler vers le nord, c'est-à-dire le Canada, où on va avoir le développement d'un centre d'oncologie intégrée à Montréal. Par ailleurs, par la suite, ça vient vers l'Europe, et d'abord en Suisse, dans les chuves de Lausanne et Genève. Donc, on va voir des approches intégratives entrer à l'hôpital. On va observer le même processus à Londres, en Angleterre. Et alors là, en Angleterre, c'est un petit peu particulier, puisque sous l'instigation d'une patiente à la fin des années 90, dont le prénom était Maggie, vont se développer des maisons intégratives, fonctionnant sur ce principe, à côté de l'hôpital et sur base d'un soutien philanthropique et d'un bénévolat. Ce sont les maisons Maggie's qui vont donner naissance dans notre pays aux maisons de ressourcement. En France également, des soins de support vont se développer au sein de l'hôpital. Alors, la situation, alors les photos arrivent, voilà, une maison Maggie's que vous voyez en bas au milieu. Alors en Belgique, quel est le développement, la situation de l'oncologie intégrative? Il y a eu un premier centre intégré à l'hôpital, le centre Oasis, au CHU de Liège, parce que particulièrement des médecins impliqués dans les approches psychocorporelles comme la méditation et l'hypnose vont favoriser ce développement. Différents hôpitaux vont proposer des soins de support dans les services d'oncologie avec le soutien de la Fondation contre le cancer, notamment des massages, des soins esthétiques, des approches de psychothérapie. Et puis, se sont développées depuis ces 15 dernières années de nombreuses maisons de soutien, un peu partout en Belgique, dont la maison L'Île-en-Soie et bientôt aussi donc, la nouvelle maison Le Patio qui vient de s'ouvrir à Ath. Alors, quelles sont ces médecines alternatives, complémentaires et traditionnelles? L'OMS les a recensées de 2014 à 2022. Plus de 400 approches ont été recensées. Et la définition retenue de médecine traditionnelle par l'OMS est la suivante. Ce sont des médecines souvent très anciennes. La médecine chinoise a 2500 ans d'existence. Et c'est la somme de toutes les connaissances, les compétences, les pratiques reposant sur des théories, des croyances, des expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, qui sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi que la prévention, le diagnostic, l'amélioration et le traitement de maladies. Les chefs de file de ces médecines traditionnelles sont la médecine chinoise et la médecine indienne, pour lesquelles il existe de véritables formations dans leur pays d'origine, certaines universitaires. Il ne s'agit pas d'approches placebo ou divinatoires, elles sont abondamment documentées dans leur tradition. Alors, au centre de toutes ces approches
que ce soit les médecines traditionnelles, dont beaucoup nous viennent d'Extrême-Orient, mais aussi dans un certain nombre de thérapies, approches complémentaires dans nos pays, on va voir un rôle important joué par l'alimentation, à titre préventif, par rapport au cancer, mais aussi pour le patient atteint de cancer à titre préventif de récidive ou pour optimiser sa réponse au traitement. Alors, Hippocrate disait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ que ton alimentation soit ta première médecine. Et je pense que ça a toute sa place. Et dans ces approches traditionnelles, effectivement, il y a des diététiques ciblées, chinoises, indiennes. On trouve les bienfaits d'une alimentation à prédominance végétale et aussi aujourd'hui dans nos contrées, on sait l'intérêt de la consommation de légumes, de fruits rouges, de thé vert, de poissons riches en oméga 3 comme alimentation antioxydante et anti-inflammatoire qui ont toute leur place chez des patients atteints de cancer. On connaît le rôle de certains aliments aussi dans le déclenchement de cancer. On pourrait mettre aussi la nutrithérapie, l'usage d'un certain nombre de micronutriments comme support pour la lutte contre le stress cellulaire. L'alimentation, et ça je vous l'évoquerai, a un rôle clé aussi dans l'épigénome et c'est particulièrement important dans l'approche intégrative. Alors la médecine chinoise est en soi une médecine intégrée dans le sens où elle aborde à la fois les aspects de la diététique, les thérapies par manipulation, les massages, elle a une pharmacopée très développée, essentiellement basée sur les plantes. Elle propose une gymnastique de santé qui est à la fois une approche corps-esprit et une gymnastique, c'est le Qigong, et elle propose une approche de la douleur par l'acupuncture. On retrouve dans la médecine indienne cette même association intégrative d'hygiène de vie, d'alimentation, de thérapie manuelle, de yoga, de méditation et de phytothérapie ayurvédique. Ces médecines extrêmes orientales ont largement inspiré un certain nombre d'approches psychocorporelles qui sont venues se développer dans nos propres pays, avec une laïcisation, une adaptation à nos traditions. C'est le cas de la méditation de pleine conscience, la sophrologie, l'hypnose, le yoga. D'autres approches ont été développées comme la cohérence cardiaque, l'EFT, Emotional Freedom Technique et l'EMDR, qui ont pour but aussi de gérer les émotions, les traumatismes. Et l'étude des neurosciences a permis le développement de ces approches psychocorporelles. Technique manuelle, bien sûr, on va retrouver les massages, la réflexologie plantaire, mais également d'autres approches comme l'ostéopathie, la fasciathérapie, qui sont des thérapies manuelles globales qui considèrent que toutes les parties, que ce soit musculo-squelettiques ou les fascias dans le corps, sont interconnectées et qu'il y a des capacités de compensation et d'adaptation que l'on peut utiliser également pour les patients atteints de cancer. Alors, il faut savoir que le recours aux thérapies alternatives ou complémentaires est très fréquent en dehors de tout processus de médecine intégrée. Et une étude en 2008 avait montré aux États-Unis que les patientes atteintes de cancer du sein avaient un recours jusqu'à 68% d'entre elles aux thérapies alternatives complémentaires. Alors, quel rôle, qu'est-ce que le patient attend dans le recours à ces thérapies et quel rôle apportent ces thérapies? Certainement en chef de file, la gestion du stress et des symptômes associés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait choisi cette thématique. Jusqu'à 30% minimum des patients présentent ce type de symptômes avec anxiété, dépression, rumination, troubles du sommeil, fatigue. Également une attente d'amélioration de la qualité de vie, aide à la gestion de la douleur, amélioration de l'immunité avec un impact positif sur la réponse au traitement et le risque de récidive, bien sûr un impact positif sur les effets secondaires des traitements, une approche de faible risque démontrée, une action pendant le traitement et après le traitement, une amélioration de la relation médecin-patient où le patient se sent devenir un acteur de son traitement. Des premières études ont déjà donc été publiées en 1993, vous voyez que c'est déjà assez ancien, pour l'usage de la médecine intégrative dans le cancer.
On sait aussi qu'à tous les moments du processus, les patients vont être confrontés à des difficultés physiques, émotionnelles, interpersonnelles, existentielles. Et des premiers guidelines psychosociaux ont déjà été édités en 1997 par le National Comprehensive Cancer Network, qui ont été mis à jour en 2019, qui ont vraiment pointé sur l'importance d'une approche multidisciplinaire, centrée sur la personne dans sa globalité, en tenant compte de ses émotions, de son mental et de ses liens sociaux. 52% des patients en oncologie ont un haut niveau de détresse avec un risque accru de dépression, voire de maladie psychiatrique. Et c'est particulièrement plus fréquent chez les jeunes patients, en cas de maladie avancée ou en cas de douleur sévère. Les thérapies intégratives vont aussi, et je l'ai déjà évoqué, avoir un rôle dans la promotion de nouveaux comportements de santé, l'éviction du tabac, de l'alcool, l'amélioration de la nutrition, l'exercice physique, la protection solaire, favoriser le partenariat actif, on en a parlé, et permettre aussi, ça je pense que c'est intéressant, un support émotionnel qui soit pas exclusivement individuel. Un certain nombre de pratiques sont collectives. Ça permet un support collectif avec une réduction de l'isolement social. Donc voilà une étude australienne en 2010 qui reprend les raisons rapportées par les patients pour le recours à ces thérapies et les effets que l'on observe effectivement par l'application de cette approche. Quel type d'approche? Le choix dans un suivi de patients et un programme personnalisé, eh bien, on choisira évidemment l'approche qui va s'adapter le plus aux symptômes prédominants et à la demande des patients. Donc, la gestion du stress, on fera appel aux approches psychocorporelles, je l'ai détaillé. Pour la douleur, ce qui viendra en chef de file, c'est l'acupuncture et l'hypnose, et on vous en parlera. Rôle particulier des compléments nutritionnels, ça dépend très fort des sous-types de cancer et des conditions, un rééquilibrage alimentaire. Les thérapies manuelles vont apporter une aide à la gestion de la douleur et de la fatigue. La musicothérapie, une aide pour l'anxiété et la douleur. L'exercice physique, le yoga, la marche vont avoir un intérêt dans la gestion également de la fatigue et de la douleur. J'ai ajouté cette petite slide que je trouvais intéressante en tant que pathologiste parce qu'il y a une étude qui a été publiée en 2023 qui porte sur un petit échantillon de patientes. C'est 72 patientes atteintes de cancer du sein. Ce sont souvent des femmes et atteintes de cancer du sein qui ont recours aux thérapies complémentaires. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont pris une cohorte de patientes qui avaient une chimiothérapie néoadjuvante et en même temps bénéficiaient d'un programme de sport adapté et de régime alimentaire adapté. Et ce que l'on voit ici, c'est la différence entre la réponse anatomique complète sur la pièce opératoire avec le programme d'activité physique et d'alimentation adaptée et sans. Donc la série est petite, mais je pense quand même que les chiffres sont assez parlants sur l'intérêt d'introduire assez tôt dans la prise en charge de la patiente une activité physique et un programme alimentaire adapté. De même, une étude de 2021 qui évoquait l'intérêt d'une alimentation spécifique riche en fibres et en probiotiques avec une influence sur le microbiote positive, optimisant la réponse à l'immunothérapie dans le mélanome. Donc on voit là vraiment une interaction très étroite avec les traitements. Alors, il y a une approche très documentée, mais une autre personne que moi vous parlera de la mindfulness, donc je n'irai pas très fort dans le détail. Je pense que d'une manière générale, la mindfulness, la méditation de pleine conscience est bien documentée parce qu'il y a des protocoles d'intervention qui sont très standardisés, qui ont d'ailleurs été développés à la même période, début des années 90, que l'oncologie intégrative. Donc il y a des programmes et il y a des instructeurs certifiés. De nombreuses études ont été faites qui ont montré des effets tout à fait significatifs sur l'anxiété, le stress, etc. Ça, on en parlera aussi. Mais ce que je voulais évoquer, c'est que comme ces études ont été nombreuses, il y a eu des études avec la recherche de marqueurs biologiques. Donc, on a effectué des prises de sang chez ces patientes, majoritairement des femmes, qui suivaient ces protocoles. Et on a pu montrer la diminution dans le sang
de substances, du cortisol, d'hormones ou de molécules inflammatoires. Et donc un effet vraiment positif sur le stress, mesure de cortisol à 6 mois et d'interleukine 6 et à 12 mois. On a aussi montré une activité accrue des lymphocytes killers qui vont évidemment se battre contre le cancer. Et on va mesurer aussi des indicateurs épigénétiques comme la télomérase montrant un effet protecteur sur les chromosomes. Donc c'est vraiment intéressant. Et ces effets sont mesurés au moins à 12 mois. Donc, on voit à travers la méditation que l'on a quand même une gamme d'effets possibles vraiment importants en complément de l'approche conventionnelle de la maladie. Donc, ça reprend l'anxiété, l'humeur, l'estime de soi, la douleur, le sommeil, la concentration, une action sur la mémoire et les troubles cognitifs, notamment liés à la chimiothérapie, l'amélioration du sommeil, des effets sur l'immunité, des effets même au niveau des chromosomes. Juste un petit mot donc sur ce concept de génome-épigénome. On sait que le développement d'un cancer dépend d'une dérégulation des gènes au niveau de notre matériel génétique, mais aussi de dérégulation de notre épigénome. Par ailleurs, à l'autre pôle, on a la réponse de l'environnement tumoral qui est importante, c'est-à-dire la réaction immunitaire du patient. On sait aussi qu'au centre du cancer, et des maladies chroniques d'une manière générale, le stress chronique a un rôle très important. Or, les approches intégratives vont avoir un impact et sur les mécanismes épigénétiques de dérégulation cellulaire et sur le stress et l'inflammation. Je ne vais pas aller dans le détail. Ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, il y a un certain nombre de cancers, et ils ne sont finalement pas si nombreux que ça, qui sont purement, entre guillemets, génétiques, héréditaires. On connaît les gènes BRCA1, BRCA2. D'abord, les porteurs de ce gène ne vont pas nécessairement faire le cancer. Ils ont un risque accru, mais ils ne vont pas nécessairement le faire. Donc, on sent bien qu'il y a d'autres processus en jeu dans le cancer que le génome, que nous avons hérité, et cet héritage, on ne peut pas le modifier. Et ce qui a une importance de plus en plus étudiée, ce sont toutes les modulations épigénétiques autour de ces modulations des gènes. Et dans les modulations épigénétiques, vous avez un tas de facteurs qui sont impliqués, le microbiote, des pathologies existantes, le stress, l'exercice physique, l'alimentation. Vous avez toute une série de facteurs qui sont susceptibles de moduler nos gènes. Alors, 2 points pour vous parler de l'épigénétique, de l'épigénome. Qu'est-ce que c'est l'épigénome? C'est donc nous avons notre matériel génétique qui est déroulé et qui s'appelle le DNA et que nous avons hérité de nos parents, mais qui s'enroule dans nos cellules sur des bobines formées de protéines. Ça constitue une unité qui s'appelle les nucléosomes et des mécanismes biologiques d'acétylation, méthylation, phosphorylation vont ouvrir et fermer au moyen de ces boutons, si vous voulez, qui sont répartis sur notre DNA. Eh bien, on va exprimer ou éteindre des gènes qui vont pouvoir déclencher une prolifération tumorale ou au contraire la stopper. Ces processus épigénétiques sont réversibles. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'agir sur ces processus et on agit avec le mode de vie. De même, nous avons des mécanismes lorsque nos cellules se divisent, notre matériel génétique se regroupe en chromosomes. Aux extrémités, vous allez trouver du matériel épigénétique de réparation qu'on appelle les télomères, qui servent à réparer au cours du temps les erreurs de division. Il est clair que quand nous vieillissons, ces erreurs augmentent, il y a un risque d'instabilité génétique et un risque de cancer plus important. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en agissant par des thérapies complémentaires, on peut moduler et ralentir cette horloge épigénétique, donc en agissant sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur les approches psychocorporelles. Chez le patient atteint de cancer, on va pouvoir avoir une action positive et prévenir, diminuer le risque de rechute et améliorer la qualité de vie du patient. Des études très poussées ont été faites notamment dans le cadre de la méditation de pleine conscience. On a vraiment pu montrer par des marqueurs biologiques qu'on avait une diminution d'expression des gènes pro-inflammatoires, une meilleure récupération au stress chez les patients qui méditent,
une étude chez des patientes atteintes de cancer du sein, on a pu mesurer une augmentation de la télomérase, donc une meilleure réparation des chromosomes chez ces patientes, meilleure protection de leurs cellules sur le long terme. Voilà. Encore un petit point donc, sur le stress et l'importance de gérer le stress dans le cancer, c'est que on voit que le stress est étroitement lié à des processus inflammatoires avec des marqueurs inflammatoires circulants. Ces marqueurs sont étroitement liés à des maladies chroniques inflammatoires qui peuvent se développer. Je vous prends l'exemple de l'arthrite rhumatoïde, dont on sait qu'elle est potentiellement associable à des lymphomes, ou de la rectocolite, potentiellement associable à des cancers colorectaux. De même, des maladies faiblement inflammatoires comme l'obésité, on sait, ont un risque accru de cancer. D'où l'importance d'agir sur le stress, sur l'inflammation. Dépression et inflammation sont également étroitement liées, anxiété également, et donc il y a un effet pro-inflammatoire à ce côté-là. Donc ça, je pense, pour vous démontrer à quel point il est important d'agir sur le stress et l'anxiété des patients atteints de cancer. Évidemment, les approches corps-esprit sont particulièrement utiles dans cette optique, avec un boost de l'immunité des patients et une meilleure réponse à leur immunité antitumorale. Quelques mots encore sur les guidelines qui ont été édités par la SIO. La SIO, c'est la Société d'oncologie intégrative qui a été créée en 2003. En 2007, de premiers guidelines d'oncologie intégrative sont publiés pour le cancer du poumon. 2009, guidelines généraux, 2014-2017, des guidelines dans leur cancer du sein. Et puis à partir de 2018, la SIO va s'associer à l'ASCO pour publier des guidelines dans le Journal of Clinical Oncology. Voici ces guidelines pour 2024. Donc, dans le cas de l'anxiété et de la dépression, qui est l'objet de ce jour, il y a 110 études qui ont été retenues sur une période de 30 ans. Et ce qui ressort dans la gestion et de l'anxiété et de la dépression, c'est les pratiques méditatives et le yoga. D'autres approches sont également évoquées, avec souvent comme biais des thérapies non standardisées, un manque d'échantillons et de conditions de contrôle. Donc vous avez ici le tableau qui montre que ce soit dans l'anxiété ou la dépression, durant le traitement ou après le traitement, on retrouve chaque fois mindfulness et yoga comme approches qui ont un effet reconnu avec un niveau élevé de recommandation. Pour ce qui est la gestion de la douleur, là, on a une revue qui porte également sur 30 ans, 227 études. Et ce qui va ressortir comme approche les plus pertinentes, efficaces, c'est l'acupuncture et l'hypnose. Vous avez toutes les douleurs classiques retrouvées dans les cancers, donc les douleurs articulaires chez les patientes sous inhibiteurs de l'aromatase, les douleurs générales dans le cancer, les neuropathies périphériques sous chimiothérapie, les douleurs chirurgicales, et ce que l'on voit apparaître dans toutes les catégories, c'est l'acupuncture avec un niveau de recommandation modéré. Gestion de la fatigue, une revue de la littérature sur 10 ans, 113 études, et là ce qui est recommandé est l'exercice physique, la thérapie cognitivo-comportementale, je vais y arriver, et la méditation. D'autres approches également en seconde intention. Donc on retrouve ici les approches préconisées durant le traitement, après le traitement et à distance, avec la thérapie cognitivo-comportementale à tous les niveaux et l'exercice physique. Un petit résumé, je trouvais que ce résumé de 2024 était intéressant parce qu'évidemment, il met en exergue le rôle précieux du yoga et de la méditation pour tous les symptômes, sachant que d'autres approches ont des effets puissants sur d'autres symptômes également. Et pour terminer, je vais donc vous présenter une courte vidéo d'un patient que j'ai eu l'occasion de suivre à la fois comme anatomopathologiste et comme instructrice de méditation. Ce patient a 67 ans au moment du diagnostic. Il s'agit d'un diagnostic d'adénocarcinome du pancréas qui est posé en juillet 2018. La tumeur est volumineuse, 4,3 cm, donc inopérable d'emblée. Le patient a assez peu de symptômes initiaux. Au point de vue psychologique, il est anxieux, il a un sentiment de mort imminente. On va lui proposer
une chimiothérapie préopératoire au folfirinox qui va donner des résultats assez spectaculaires de cytoréduction à 1 centimètre. Il va donc pouvoir être opéré en octobre, chirurgie selon Whipple, avec une masse résiduelle que je vais pouvoir examiner moi-même de 1 centimètre avec une seule métastase dans un ganglion. Il va encore avoir 6 mois de cette chimiothérapie assez sévère et actuellement, il est en rémission complète après 7 ans. Un petit mot sur son contexte, il s'agit peut-être d'un cancer héréditaire dans la mesure où son père est décédé d'un cancer de primitif inconnu. Il a vécu un stress mental majeur en 2005 en perdant sa fille dans un accident de roulage. Lorsqu'il entend son diagnostic, il va se tourner vers la maison Lille-en-Soie que nous venons d'ouvrir à côté de l'hôpital pour avoir une prise en charge intégrative. Il va bénéficier de massages, d'un soutien par homéopathie par le docteur Schlicker et un soutien à travers la méditation de pleine conscience dans un protocole avec moi-même avant et après sa chirurgie durant toute sa chimiothérapie pendant 12 mois à raison de 1 séance par semaine et une pratique personnelle à la maison. Et j'aurai également l'occasion d'aller l'accompagner la veille de sa chirurgie par la méditation. Donc je vais lui laisser la parole. Je ne sais pas si je dois pousser sur un bouton. Bonjour Alain, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui ton expérience de l'approche intégrative du cancer dans le cadre de cette formation en oncologie intégrative. Et tout d'abord, je vais t'inviter à te présenter, à nous dire qui tu es. Merci Nathalie pour l'invitation. Je m'appelle Alain Aster, j'ai 68 ans. Je suis pensionné depuis 3 ans après une carrière de 45 ans dans les ressources humaines. Et actuellement, j'ai un cabinet de soins énergétiques que j'ai développé au cours de ma maladie. J'ai tellement eu de bons résultats avec le bien-être, avec l'approche, avec la méditation, que j'ai décidé d'un peu m'investir dans ce domaine-là. Je pratique notamment, pour être bref, la kinésiologie et l'hypnose thérapeutique. Alors, pourrais-tu brièvement nous raconter ton parcours de maladie, le diagnostic, les traitements, les symptômes et difficultés que tu as éprouvés pendant cette maladie? Ok, donc en mars 2018, après avoir donné du sang à la Croix-Rouge, je reçois un rapport qui me dit que j'ai un léger déficit en hémoglobine, 13,8, 8,14. Pas de symptômes, mais durant mes vacances, alors qu'on pratique beaucoup de marche, un essoufflement. Ce sont pratiquement les seuls symptômes que j'ai eus avec cette maladie. Il en suit des examens cardiaques qui s'avèrent négatifs. On chipote un peu pendant quelques mois et puis on va vers des examens au niveau gastroscopie, coronographie qui sont tout à fait normaux aussi. Et puis voilà, les semaines passent et puis on fait une vidéocapsule et là on se rend compte justement qu'il y a une ombre sur le pancréas. S'en suivent un scanner, des prises de sang et le diagnostic est confirmé, il y a bien une tumeur de 4,8 cm sur le pancréas. Et c'est à ce moment-là que tu découvres l'existence d'une maison intégrative proche de l'hôpital. Tout à fait. À l'hôpital, il y a des affiches un peu partout dans le service. On parle de Lille-en-Soie, je pose des questions personnelles qui m'expliquent un peu ce que c'est et je prends contact avec Lille-en-Soie. Et là, je rencontre Nathalie Menard qui me propose justement des séances de méditation. Et je vais dire, je plonge directement dedans parce que c'est vraiment plongé que j'ai fait dans la méditation. Et tu vas donc commencer la méditation avant la chirurgie, pendant la chimiothérapie. Je fais presque 2 mois de chimiothérapie puisqu'à ce moment-là, on me dit que l'opération n'est pas envisageable, ce n'est pas opérable. Et je fais de la chimiothérapie et en parallèle de la méditation. Et après 2 mois, lors d'un examen, on constate que la tumeur est passée à 1 cm et qu'on opère. Et ta pratique méditative était à quel rythme? 1 fois par semaine à Lille-en-Soie et pratiquement tous les jours chez nous. Et tu vas découvrir d'autres approches aussi dans le... Oui, durant mes soins, mes séances de chimiothérapie, j'ai l'occasion justement d'avoir une esthéticienne oncologique qui fait les massages des jambes et qui apporte justement un bien-être durant ces séances et qui fait partir le stress, qui fait partir les angoisses, etc. Comme l'a toujours fait la méditation pour moi, j'ai abordé ça de façon très, très zen. Je veux dire aussi que la veille de l'opération, j'ai eu l'occasion d'avoir une séance de méditation avec Nathalie Renard
qui est venu me faire ça dans ma chambre. J'ai abordé l'opération avec beaucoup de calme, sans stress, etc. Et tu as poursuivi par la suite. J'ai poursuivi par la suite. Dès que j'étais quelques semaines après l'opération, j'ai repris les séances à Lille-en-Soie. J'ai poursuivi, j'ai repris de la chimio jusqu'au mois de juin, toujours avec une séance de méditation par semaine, des méditations à la maison. Et puis j'ai encore continué pendant 1 an les méditations à Lille-en-Soie. Et voilà, ça m'a apporté. J'ai eu aussi, durant, ça je veux ajouter aussi, j'ai eu aussi, avec les séances de chimiothérapie, un traitement d'homéopathie pour éviter les effets secondaires qui m'ont été proposés à Lille-en-Soie aussi. Et donc, globalement, tous les bénéfices que tu as pu observer de cette approche, tu pourrais les résumer? Le bénéfice principal, c'est que j'ai carrément oublié que j'ai eu un cancer il y a 7 ans. Je n'ai plus aucun symptôme. On me dit que je suis guéri et donc je l'accepte. Alors, je me sens bien, je suis zen, je ne suis pas stressé. J'ai développé un cabinet de bien-être et je trouve ça tellement important d'apporter ça au niveau des gens, de le rapporter. J'ai des gens qui ont des cancers, qui viennent faire du Reiki ou d'autres approches. Et j'ai cette approche-là avec eux en disant s'il y a la méditation. D'ailleurs, toutes mes séances, que ce soit du Reiki, la kinésio, commencent toujours par une petite lecture d'une méditation de Christophe André. Eh bien, Alain, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment précieux et heureuse de te voir en pleine forme. Merci Nathalie. Voilà. Voilà. Donc, je conclurai simplement en espérant vous avoir démontré l'intérêt des approches intégratives dans le cancer. Il y a de nombreuses études, des guidelines qui ont été éditées en 2024, des bénéfices avérés, des risques faibles, une expérience nord-américaine depuis 30 ans. Je pense qu'il est important d'établir un cadre collaboratif entre les thérapeutes complémentaires, évidemment, et le traitement conventionnel, avec des standards de compétences pour lesquels il faut un haut niveau d'exigence. La nécessité d'évaluer de manière standardisée les effets. Il y a de nombreuses échelles qui existent pour l'évaluation du stress, de l'anxiété, de la dépression, etc. Je pense que ce qui est intéressant, les Américains ont mis au point un système d'auto-évaluation par les patients dans l'esprit de la médecine intégrative. Avec, on tient compte dans cette auto-évaluation à la fois des symptômes physiques, des symptômes mentaux et de l'état de santé social. Et je pense que là, ils ont poussé assez loin le détail pour cette auto-évaluation. Je pense aussi qu'il est très important d'avoir un parcours de soins qui est personnalisé avec une intégration de différentes approches selon la maladie du patient et en partenariat avec les médecins conventionnels. C'est ce qui est proposé notamment au MD Anderson aux États-Unis. Voilà, je vous remercie de votre attention.